Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bienvenue dans les matins d'été de France Culture, mercredi 21 août 2013. On reviendra tout à l'heure sur cette décision prise la semaine dernière par Rafael Correa, le président équatorien, d'exploiter finalement le pétrole en sous-sol du parc naturel Yasuni dans la forêt amazonienne. Depuis 6 ans, cette réserve naturelle unicommande était protégée. L'extraction pétrolière y était interdite en vertu d'un plan que Correa lui-même avait imaginé. Il proposait à la communauté internationale de prendre en charge la moitié du manque à gagner, ce qu'elle n'a pas fait. L'exploitation va pouvoir commencer du coup. Pour les défenseurs de l'environnement, c'est évidemment un échec, mais est-ce la fin d'une utopie? Est-ce que c'est une preuve que les grands principes écologistes reculent? Et puis, faut-il donner une valeur économique à la biodiversité? Peut-il y avoir une gouvernance mondiale en matière environnementale? Pour répondre à toutes ces questions, nos invités ce matin, Bruno Rebel, président de Planète Urgence, ancien directeur général de Greenpeace, Lionel Lasslaz, géographe, auteur de l'Atlas mondial des espaces protégés, paru aux éditions Autrement, et Moïse Tsahem-Héritier, maître de conférence à l'Université du Maine, spécialiste en géopolitique du développement durable. Rendez-vous avec nos invités à partir de 7h40. Le monde nous a lâchés, ainsi s'est exprimé jeudi dernier le président de l'Équateur, Rafael Correa. Le monde nous a lâchés, sous-entendu c'est la faute aux autres. Moi j'aurais bien voulu être plus vertueux. On va revenir ce matin sur cette décision prise la semaine dernière par Rafael Correa d'exploiter finalement le pétrole en sous-sol du parc Yasuni dans la forêt amazonienne. Je vous refais le film rapidement. Depuis 6 ans, cette réserve naturelle unicommande était protégée. L'extraction pétrolière y était interdite en vertu du plan Yasuni ITT lancé par Correa lui-même. En 2007, à la tribune de l'ONU, le président équatorien était allé demander dans une démarche inédite 3,6 milliards de dollars à la communauté internationale pour compenser le manque à gagner en échange de la protection d'un site classé à l'UNESCO. Évidemment, ce qui devait arriver n'arriva pas. L'argent n'a pas été versé, ou à peine quelques millions. Le plan Yasuni ITT pour l'acronyme de Ishpango, Tabococha et Tibutsini, les 3 champs pétrolifères en question. Ce plan est tombé à l'eau et l'exploitation du coup va pouvoir commencer. Ça pourrait y aller très vite. Alors ce cas est intéressant, il pose plein de questions. D'abord, est-ce que c'est la fin d'une utopie? Qui est responsable de cette situation? Est-ce que c'est Correa qui s'en tire à bon compte en essayant de faire porter le chapeau à la communauté internationale? Est-ce qu'au contraire il a ouvert une voie, le président équatorien? Bref, si on se place du côté des défenseurs de l'environnement, est-ce qu'il faut désespérer de l'échec ou est-ce qu'il faut se féliciter de la tentative? Invité des matins d'été de France Culture ce matin, Bruno Rebel, bonjour. Bonjour. Président de Planète Urgence, directeur du cabinet de conseil Transition, qui fait du conseil en développement durable, ancien directeur général de Greenpeace. Nous sommes également au téléphone avec Lionel Lasslaz, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Géographe, maître de conférence à l'Université de Savoie, auteur de l'Atlas mondial des espaces protégés paru aux éditions Autrement. Alors, dans un premier temps, on va rester en Équateur pour élargir ensuite un peu le débat. Bruno Rebel, est-ce que vous comptiez parmi les optimistes à propos de ce plan Yasuni ITT? Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui y croyaient? Parce que dès l'origine, pas mal de voix s'étaient élevées en disant c'est du chantage écologique, ça ne marchera pas et tôt ou tard on va finir par l'exploiter, ce pétrole. Il y en a pour 900 millions de barils. Non, moi je faisais partie plutôt des optimistes et j'avais eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer les responsables du gouvernement équatorien qui s'occupaient de ce sujet-là, pour les mettre en relation avec un certain nombre d'acteurs pour voir comment on pouvait faciliter le déblocage de cette situation. Ce que je trouvais intéressant, c'est effectivement cette idée que certains interprètent comme un chantage, mais qui consiste à dire voilà, on a des ressources que naturellement on devrait exploiter, naturellement au sens de l'économie moderne classique. Pourquoi naturellement? Voilà, et on sait très bien que l'exploitation de ces ressources est préjudiciable à l'ensemble des grands écologiques planétaires, notamment le changement climatique en particulier, mais aussi la dégradation de la biodiversité sur les espaces concernés. Et donc, trouvons un moyen, collectivement,
de compenser cette ressource à laquelle nous renonçons au titre de maintien des grands équilibres écologiques internationaux. Et je pense que c'est quand même comme ça qu'il faudra à un moment ou à un autre gérer la gestion des ressources sur le long terme. On verra si ce type d'idée est généralisable. D'abord, beaucoup quand même considéraient que c'était une fausse bonne idée, que c'était peut-être trop ambitieux, trop novateur. À quoi aurait servi l'argent d'ailleurs qu'il aurait récupéré grâce à ce plan? Quand vous voyez l'Équateur, son PIB, ce que représente ce pétrole, c'est pas tout à fait négligeable. Et donc c'est un pays producteur de l'OPEP. Hein. C'est un des plus petits pays producteurs de l'OPEP. Et donc il n'est pas illogique qu'un pays dise voilà j'ai besoin de compenser ces ressources. J'aimerais bien qu'on se replace. Si la France avait mis la main sur pour faire la même proportion, ce serait un gisement de pétrole à peu près 10 fois plus important. Je suis pas sûr qu'elle aurait même imaginé laisser dans le sous-sol ce type de gisement et chercher à une voie de compensation. On peut pas faire de parallèle en ce moment avec ce qui se passe autour des gaz de schiste, Bruno Rebel? Non, je pense que c'est assez différent. On s'interdit pour l'instant de les exploiter. Oui, on s'interdit en France. Le gouvernement tient bon sur le sujet. Des entreprises voudraient sauter sur cette prétendue manne. C'est un petit peu différent parce que il y a beaucoup d'hypothèses autour de la réalité du gisement. Il y a beaucoup d'hypothèses autour du prix du gaz qui sortirait, notamment dans les gisements potentiels européens. Il y a beaucoup d'hypothèses et d'inquiétudes et d'incertitudes sur la durée du gisement. Donc, on est sur quelque chose qu'on connaît beaucoup moins. Et donc, effectivement, je pense pas que ça soit tout à fait comparable. Donc oui, je pense que c'était une bonne idée de lancer cette approche-là. Alors pourquoi ça n'a pas suivi? Pourquoi la communauté internationale n'a pas payé? On demandait 3,6 milliards d'euros du côté de l'Équateur. 10 petits millions sont tombés dans les caisses du plan Yasuni-ITT. Je pense que ça n'a pas suivi pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, la communauté internationale a énormément de difficultés à se mettre d'accord sur des engagements collectifs. On voit bien déjà que, ne serait-ce pour la négociation d'un protocole qui suivrait le protocole de Kyoto, qui était donc un protocole pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui était déjà très peu ambitieux sur sa première période entre 2000 et 2010, et qui malgré tout est pas vraiment atteint en termes d'objectifs. On a énormément de difficultés à négocier un nouvel accord pour suivre ce premier engagement. Puis peut-être que les pays ont eu peur de mettre le doigt dans un engrenage. On commence à payer pour des ressources qu'on n'exploite pas. Mais alors ça, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait déjà eu des initiatives de ce type, y compris, alors pas en Équateur mais en Bolivie, où des zones entières de la forêt amazonienne ont été mises en défense, donc protection totale, avec des fonds de compensation. Alors là, il n'y avait pas de pétrole, c'était juste sur la protection de la biodiversité. Donc on avait eu déjà des initiatives de ce type, alors qui portaient, c'est vrai, sur des montants beaucoup moins importants. Et il n'y avait pas de pétrole dessous, donc la manne potentielle était également moins importante. L'enjeu était moins lourd. Mais je pense encore une fois que c'était une bonne idée de poser l'équation de ces termes-là. Moi, je suis pas désespéré du fait que ça ne marche pas. Je pense que c'est le genre d'initiative qu'on va voir ressortir sous une forme ou sous une autre dans un autre pays. On va voir ça. Est-ce que l'équation est bonne? Est-ce que ce type de plan est généralisable? Ça pose la question de la valeur de la biodiversité. On va continuer là-dessus. D'abord, Lionel Laslas au téléphone avec nous, géographe. Est-ce que c'est une catastrophe pour le parc Yasuni, vous qui êtes spécialiste des espaces protégés? Alors, je suis effectivement spécialiste des espaces protégés sur leur dimension géographique, mais je suis pas compétent d'un point de vue de la richesse biologique. Quand le président équatorien dit on va exploiter 1 pour 1000, je crois, de la surface, on va affecter qu'1 pour 1000 de la surface. Annoncé, effectivement, oui. Ça vous rassure, ça? Il faut replacer ça, je pense, dans le contexte. Le parc de Yasuni, c'est près de 10 000 km², c'est-à-dire c'est beaucoup plus vaste encore que Yellowstone, qui fait près de 9 000 km², soit plus que la superficie de la Corse. Donc je pense qu'il faut replacer ça par rapport aux repères qu'on peut avoir en France. Donc c'est une très vaste superficie et les pressions à la fois de Petro-Ecuador, c'est-à-dire
l'entreprise publique d'exploitation du pétrole et des compagnies internationales était très forte, et je pense qu'à terme, étant donné la rareté programmée sur les ressources fossiles, ces gisements de toute manière auraient été exploités. Il faut aussi replacer ça dans un contexte politique, à savoir que Correa est un allié, était un allié indéfectible de Chavez, et donc c'était une façon également de mettre la pression sur les principales, les grandes puissances occidentales, notamment les États-Unis, pour leur faire payer en quelque sorte la compensation environnementale et l'absence d'exploitation du gisement. Et puis par rapport également au programme de Correa, par rapport à l'objectif affiché sur un discours extrêmement social comme celui de Chavez, de réduire la pauvreté et de prendre en considération les populations indigènes. Sur ce point-là, d'ailleurs, il est aujourd'hui extrêmement critiqué, et les indigènes sont les premiers à être mobilisés contre cette exploitation. Contre l'exploitation, oui. Oui, les Amérindiens Uoa-Arani qui sont directement concernés, et donc il y a de fortes tensions avec les communautés dites autochtones qui représentent 7% des 15 millions et demi d'habitants de l'Équateur. Et là aussi, il y a un enjeu politique pour Correa d'un point de vue de cet objectif d'exploitation. Et je pense que c'était peu tenable dans la durée que de geler cette exploitation. Donc vous faisiez partie plutôt des pessimistes, Lionel Laslas. Il y a eu des enjeux de souveraineté, des enjeux politiques, vous l'avez dit. Autre question qu'on peut se poser, si on va un peu plus largement sur cette question, d'une manière générale, est-ce qu'on recule dans les grands principes de la préservation de l'environnement? Est-ce que les espaces protégés sont en nombre moins important au fil du temps? Non. C'est l'inverse, il n'y en a jamais eu autant. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'en contenter, que leurs résultats sont satisfaisants, mais on ne peut pas dire que les principes des politiques de protection sont en recul. Certes, comme ça a été dit précédemment, il y a de grosses difficultés à l'échelle des accords internationaux sur les questions de changement climatique, etc. Mais pour ce qui concerne le nombre et la surface des espaces protégés, il n'y en a jamais eu autant. Aujourd'hui, on est à 24 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 3 fois la surface du Brésil, qui sont protégés par des espaces protégés à l'échelle nationale ou internationale. Ça représente à peu près 180 000 espaces protégés gérés par des États, plus près de 20 000 par des institutions internationales comme l'UNESCO par exemple, le patrimoine mondial, ou les réserves de biosphère. Donc le nombre des espaces protégés augmente, mais les pressions également que l'on observe sur leur pourtour ou en leur sein sont également plus importantes, parce que les pressions sur les ressources, le peuplement également peut également augmenter, ce qui peut avoir des incidences sur leurs modalités de gestion, sur leurs objectifs de protection également. Il y a un paradoxe. D'un côté, on constate que les atteintes à l'environnement augmentent, alors que la planète comme vous venez de nous le dire, n'a jamais été aussi protégée. Mais dans les 24 millions de kilomètres carrés d'espaces protégés, il y avait précisément le parc Yasuni. C'est aussi des espaces qui sont très précaires. Oui, à partir du moment où il y a un certain nombre de compatibilités à trouver entre différents usages de l'espace, la protection en est un parmi d'autres. Ça peut faire partie d'objectifs politiques que se fixent certains États. J'ai parlé précédemment du cas de Chavez. Le Venezuela détient le record mondial avec 50% de son territoire qui est protégé, ce qui ne l'empêche pas d'être un des principaux pays producteurs de pétrole, justement, d'hydrocarbures. Donc ça signifie qu'il n'y a pas de vertueux d'un côté et puis d'États qui, à l'inverse, seraient en quelque sorte marqués par des politiques peu efficaces et peu satisfaisantes. Mais il y a toujours une recherche de compatibilité à trouver entre ces différents usages par rapport à des populations dites autochtones dont on cherche de plus en plus aujourd'hui à reconnaître le droit sur la terre, sur les usages, sur un certain nombre de pratiques qui peuvent être jugées contradictoires avec des objectifs de protection, et puis des objectifs de protection que l'on souhaite voir appliqués, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'espaces protégés que l'on a considérés dans les États du Sud comme ce qu'on appelle des parcs de papier, c'est-à-dire des parcs qui étaient effectivement tracés sur une carte, mais au sein desquels les moyens humains et financiers ne permettaient en aucun cas de faire aboutir les objectifs de protection qui leur étaient assignés. Donc il y a des difficultés à faire fonctionner en quelque sorte certains de ces espaces protégés. Donc le seul nombre ou la seule superficie n'est pas un gage d'efficacité à proprement parler quand des pressions fortes
sont exercées d'un point de vue de la chasse, d'un point de vue de la cueillette, d'un point de vue de l'extraction de différentes ressources, comme on l'a dit, pour le pétrole par exemple. Ça ouvre la discussion sur les problématiques de la gouvernance mondiale en matière d'écologie. Merci Lionel Laslas, on vous libère. Merci d'être intervenu ce matin. Dans quelques minutes, nous retrouverons un autre géographe, Moïse Tsayem, héritier, auteur en 2011 d'un livre intitulé Géopolitique du développement durable, les États face aux problèmes environnementaux internationaux. Bruno Rebel de Planète Urgence, vous restez avec nous. On poursuit notre discussion après le journal de Marie Viennot. Il est 7h56 sur France Culture. Le pétrole dans le sous-sol du parc Yassouni sera bien exploité comme les plus pessimistes des défenseurs de l'environnement l'avaient craint, et c'est la faute à la communauté internationale, d'après Rafael Correa, le président équatorien. D'autres avis divergent légèrement et surtout sont plus optimistes. Le plan Yassouni, qui a marché quand même pendant 6 ans, c'est au moins un bon début. En substance, c'est ce que nous disait tout à l'heure notre invité, Bruno Rebel, ancien directeur général de Greenpeace et président de Planète Urgence, directeur également du cabinet de conseil Transition. Bruno Rebel est toujours avec nous. Et puis au téléphone, nous rejoignons Moïse Tsayem Demaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université du Maine, auteur de Géopolitique du développement durable, les États face aux problèmes environnementaux internationaux, paru aux presses universitaires de Rennes en 2011. Bruno Rebel, je me tourne vers vous dans un premier temps pour parler de cette problématique de la valeur de la biodiversité. Est-ce qu'il faut donner une valeur à la biodiversité? Parce que c'est la question que pose cet épisode Yassouni. Une des questions en tout cas. Alors, il y a une façon de répondre à votre question, qui est une question difficile, qui est de dire il y a une valeur des écosystèmes parce que les écosystèmes à l'équilibre rendent un certain nombre de services. Alors effectivement la fourniture de produits, d'aliments, l'entretien des sols, la régulation d'un certain nombre de phénomènes climatiques. Par exemple, quand il y a des pluies violentes sur une forêt qui est à l'équilibre, ces pluies violentes n'ont pas de conséquences graves. Si on n'a plus de forêt, il y a des inondations, de l'érosion, ainsi de suite. Et puis donc ça coûte cher. Et il y a bien sûr la valeur d'esthétique, de plaisir, de bénéficier d'un environnement sain et riche et d'une biodiversité intacte. Et donc tous ces éléments-là de service ont une valeur. Si on ne préserve pas cette valeur, on va devoir payer pour les inondations. Si on ne préserve pas cette valeur, on va devoir payer pour produire des choses que produisait cette biodiversité. Donc il n'est pas anormal de donner une valeur. Maintenant, il y a un certain nombre de gens, et on peut comprendre, ils disent un arbre, une fleur, une espèce en voie de disparition n'a aucune valeur commerciale et il faut pas donner une valeur commerciale à ces éléments. Voilà, parce qu'il y a le risque après d'entrer dans un système de commercialisation. Le risque aussi de la étant biodiversité. celui effectivement de la compensation, en disant je peux tuer 15 éléphants, je paye 300 000 euros et tout va très bien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce qu'il y a un minimum, plutôt un maximum à garder intact pour préserver l'ensemble des grands équilibres écosystémiques. Donc cette initiative du président équatorien était intéressante. Et là, je vais poser la question à Moïse Tsayem Demaz, on reviendra vers vous Bruno Rebel tout à l'heure. C'était intéressant cette initiative d'essayer finalement de valoriser en amont une biodiversité qu'on allait préserver. Alors, le problème de mon point de vue, c'est le fait de donner la valeur uniquement du point de vue marchand. C'est-à-dire que, comme vient de le dire mon collègue, il y a plusieurs valeurs. Il y a des valeurs symboliques, des valeurs affectives, des valeurs esthétiques. Le problème dans ce cas, c'est qu'on s'est focalisé sur la dimension marchande en occultant d'autres dimensions. Et placé sous cette coupe marchande, le problème est devenu compliqué, c'est devenu difficile. La connotation marchande l'a emporté sur les autres dimensions. C'est une erreur qu'a commis peut-être le président équatorien ? Non, c'est pas eu. Enfin, il s'est inscrit dans cette mouvance qui a voulu faire régler les problèmes environnementaux en optant pour des solutions marchandes, pour les marchés du carbone, des compensations. Et donc, profitant de cette mouvance, voilà, il s'est positionné. Et dans le contexte économique actuel, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Les marchés du carbone sont en train de s'effondrer. Et donc, ce n'était pas une solution efficace pour régler les problèmes environnementaux.
Bruno Rebel. Non, je pense qu'en fait, une des erreurs du président Correa et une des difficultés de ce projet, c'est de vouloir traiter deux problèmes avec une même approche. Il y a la protection de la biodiversité de la forêt amazonienne de l'Équateur, avec tous les éléments de valeur qu'on vient d'évoquer. Et puis, il y a le problème du pétrole dans le sous-sol et le fait d'éviter d'exploiter ce pétrole au motif que l'exploitation de ce pétrole aura un effet sur le changement climatique plus global qui lui-même aura en retour un effet sur la biodiversité. Et sur l'économie, comme vous le disiez. Et donc, c'est vrai qu'on était sur quelque chose d'un peu trop compliqué pour que ça fonctionne facilement, un peu trop ambitieux au départ. Mais encore une fois, moi je maintiens que c'est une bonne façon de mettre la communauté internationale face à ses responsabilités par rapport à ces grands enjeux écosystémiques. Sur le marché du carbone, dont parlait Moïse Taillem-Demas, ça s'effondre, ça marche pas ? Ce projet aurait pu éviter l'émission de 400 millions de tonnes de carbone à un prix de 10 € la tonne, qui est vraiment un prix très très bas. Ça veut dire qu'on l'avait là, la compensation, et puisque Correa demandait 3,6 milliards de dollars, on les avait, les 4 milliards de dollars qu'il fallait. Donc on voit bien que si on était capable au niveau international de donner un prix au carbone, ce qui sera de plus en plus incontournable, puisque... Mais ça marche pas, nous disait à l'instant Oui, Moïse mais ça marche pas. Ça marche pas aujourd'hui, ça a marché à un moment. Ça marche dans un pays comme la Suède, la tonne de carbone, elle est à 110 € aujourd'hui. Donc ça peut marcher si on s'en donne les moyens politiques. Si on le décide au niveau européen, par exemple, on pourrait tout à fait avoir un marché du carbone qui fonctionne. On a un marché du carbone qui ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'on a lâché trop la bride aux entreprises qui par lobbying, demandaient à avoir des facilités sur le sujet. Donc, encore une fois, c'est une question de décision politique et surtout une décision qui consiste à dire il faut qu'on commence à payer maintenant. Sinon, on aura une très très lourde facture à payer demain et après-demain. Vous parliez de la communauté internationale, Bruno Rebel, qui n'a pas payé, qui d'ailleurs n'a pas réagi non plus à l'annonce de l'exploitation du pétrole. On a l'impression qu'il n'y a pas de communauté internationale finalement. Oui, mais là, je crois qu'il faut être aussi conscient du fait que malheureusement, je vais le dire comme ça n'est que l'Équateur, tout petit pays d'Amérique latine, en plus, comme ça a été dit tout à l'heure... oui, mais c'est Yasuni, c'est étonnant ce que vous nous dites, Bruno Rebel, parce que c'est Yasuni, parc inscrit à l'UNESCO d'une valeur en biodiversité inestimable. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été... le même sujet au Brésil n'aurait pas tout à fait fait la même suite, parce que le Brésil est un grand pays qui pèse dans la négociation internationale. Correa avait fait le choix de s'aligner sur Chavez, et donc était un petit peu du coup au banc de la communauté internationale. Donc ça fait, si vous voulez, on paye là aussi le jeu de la géopolitique internationale, très clairement. Moïse Taillem-Demas, il n'y a pas de communauté internationale en matière de soucis écologiques ? Il y a une communauté internationale, mais elle n'est pas agrégée. C'est un conglomérat, une association d'États, d'acteurs qui agissent à différents niveaux. Et on voit bien la difficulté qu'il y a à fédérer ces acteurs, les États, les grandes associations. On a du mal à faire entendre à tous ces acteurs la nécessité de trouver un consensus, un accord qui permette de s'attaquer de manière efficace aux problèmes qui se posent. C'est vrai. Donc, ça. La communauté, elle existe, mais elle est très disparate. Les sommets de la Terre sont souvent des échecs. Quand ils ont lieu, il n'y a pas forcément à la fin de consensus. Il y en a même rarement. En tout cas, ça marche pas très bien. Les protocoles, ils s'enchaînent. On n'y voit plus d'ailleurs très clair, Bruno Rebel. Mais attendez, c'est compliqué tout ça. Il y a eu en 92 le sommet de la Terre à Rio, qui a quand même accouché de la Convention internationale sur le climat et d'une convention sur la biodiversité. Un des gros problèmes, c'est que aucune de ces conventions n'est signée, ratifiée par les États-Unis. Grand pays qui pèse beaucoup sur la géopolitique mondiale. Donc c'est vrai que ça donne un mauvais signal, mais on avance progressivement. Il faut quelques décennies pour que ce genre d'accord se consolide au niveau international. On attend beaucoup de la réunion de la conférence climat de 2015 à Paris. Comme on en attendait beaucoup aussi de Copenhague, la dernière en date. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. On attend d'autant plus qu'effectivement Copenhague a été un échec. Donc
il faut que Paris soit un succès. Je n'ose espérer que ça en sera un aussi ambitieux qu'il devrait être, mais en tout cas, il faudrait vraiment qu'on ait des avancées majeures, parce que sinon, effectivement, on va avoir de gros problèmes, non pas dans les siècles qui viennent, mais dans les années qui viennent. Oui, ça va très vite. La maison brûle et on regarde ailleurs. Hein. Oui, c'est la phrase ça a été dit à plusieurs reprises. C'était quand? C'était en 2002. C'est 2002. C'est Jacques Chirac au sommet du développement durable à Johannesburg. À Johannesburg. Moïse Sayam-Demaz, est-ce que vous êtes aussi vous optimiste en termes de gouvernance mondiale? Alors, je voudrais souligner la complexité du problème. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à cette question du changement climatique en faisant comme si c'était facile de la régler. Or, il y a une telle complexité que on se rend compte que les États, que ce soit au nord ou au sud, chacun défend sa position, chacun a ses intérêts, et trouver un consensus entre les intérêts nationaux et l'intérêt mondial n'est pas évident. On a vu avec le cas de l'Équateur comment les pays du Sud souhaitent exploiter leurs ressources pour le développement, alors que les pays du Nord sont préoccupés par les problèmes environnementaux. Donc la difficulté, c'est de pouvoir concilier les intérêts des États avec l'intérêt mondial et faire en sorte que l'économie n'entraîne pas des dommages pour l'environnement. Donc travailler sur la transition écologique, la transition énergétique, pour trouver des solutions moins dommageables pour l'environnement. Alors sur l'aspect gouvernance, je ne suis pas foncièrement optimiste parce qu'on voit bien que c'est compliqué. Dans les années 90, les États se sont engagés avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a même eu une sorte de naïveté. Mais au fur et à mesure que le temps passe, en plus avec la situation économique qui n'est pas satisfaisante, on se rend compte que on s'enlise parce que c'est compliqué. Les solutions ne sont pas faciles. Là, on parle des grands enjeux internationaux, des grands mouvements. On s'enlise, nous dit à l'instant Moïse Sayam-Demaz. Bruno Rebel, l'initiative doit donc aussi être locale. C'est très important. Oui, tout à fait. Si les États peinent à se mettre d'accord pour trouver des mécanismes internationaux, on se rend compte que les territoires, des entreprises, des villes, des associations font un travail remarquable sur le terrain. C'est d'ailleurs ce que nous faisons avec Planète Urgence pour accompagner un certain nombre de projets sur le terrain, pour faire de la reforestation, pour faire en sorte que les populations locales puissent en restaurant leur environnement, trouver aussi les voies d'un développement économique. Et en plus, on le fait en utilisant les compétences de gens en France qui vont partir sur des séjours courts pour pouvoir accompagner ces actions locales sans faire de substitution, vraiment en faisant de l'accompagnement, du supplément, de l'apport de compétences, de façon à faire en sorte que ces petites initiatives, qui sont aujourd'hui effectivement petites, puissent s'agréger et faire un mouvement qui petit à petit inverse les choses. Merci Bruno Rebel de Planète Urgence. Merci également à Moïse Sayam-Demaz. Je rappelle, Moïse Sayam-Demaz, que vous êtes l'auteur de Géopolitique du développement durable, les États face aux problèmes environnementaux internationaux, paru aux presses universitaires de Rennes en 2011. Merci d'avoir tous les deux accepté l'invitation des matins d'été de France Culture. À noter que ce soir, il sera également question d'écologie dans Du grain à moudre, mais d'écologie politique en France, avec cette question, les Verts sont-ils solubles dans la majorité? Grande question qui doit vous intéresser, Bruno Rebel. Julie Gacon recevra Daniel Bois, directeur de recherche au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po, et Laurence Wichniewski, magistrate, conseillère régionale Europe Écologie des Verts de la région PACA et fondatrice du think tank Écolo Éthique. Rendez-vous ce soir donc à partir de 18h15 sur France Culture avec Julie Gacon. Dans quelques minutes, théâtre, écriture et politique culturelle. Nous recevrons le metteur en scène et directeur de théâtre Michel Didim, fondateur du festival La Mousson d'été, qui débute cette semaine en Lorraine. D'abord, il est 8h30 sur France Culture. Voici la revue de presse internationale de Marine de la Moissonnière.